Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Santé 10. Ce soir, une thématique qui touche les femmes, une thématique, la ménopause, un nouveau départ. Pour vous en parler, comme d'habitude, des professionnels de santé. Bon, ce soir, il n'y a pas de virgule. La ménopause, un nouveau départ, on en parle ce soir avec le docteur Louis Geffry, gynécologue obstétricien. Bonsoir docteur. Bonsoir Brigitte. Merci d'être là pour répondre à toutes ces interrogations qu'ont les dames sur la ménopause, sur la pré-ménopause déjà et sur la ménopause. Merci à vous. Juste à côté de vous, Madame Danielle Bras, qu'on ne présente plus. Bonsoir Danielle. Bonsoir Brigitte, bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs de Santé 10. Sage-femme, on le rappelle à ceux et celles qui nous regardent, une sage-femme qui saura nous dire beaucoup de choses ce soir parce que la sage-femme, c'est aussi celle qui partage au quotidien avec grand nombre de dames, quelle que soit la génération. Et exact. Donc, on va pouvoir en parler ce soir. On aura dans un court instant avec nous Madame Nick Dorlipo-Soupremanien, qui est psychologue clinicienne. Elle n'est pas loin, elle va s'installer. Et puis, on discutera aussi avec elle de toute cette partie psychologique parce que la préménopause et la ménopause demande un soutien, demande un accompagnement psychologique. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Docteur Louis Geffry, comment on peut définir la ménopause? Alors la ménopause la définition est dans le terme. On sait très bien que le mot méno se rapproche de règles, pour être à peu près simple dans la définition, et pause évidemment parce qu'il y a un arrêt. Alors cette pause est une pause définitive puisque c'est un arrêt définitif, donc ce n'est pas qu'une pause, c'est vraiment une pause qui dure effectivement et qui va durer jusqu'au bout. Cette ménopause est une étape de la vie des femmes qui arrive aux alentours de la cinquantaine. On peut considérer que c'est le moment où les femmes commencent à parler de ménopause, mais elles commencent à avoir des symptômes bien avant. Et quand on parle de symptômes, on va essayer de ne pas être trop médical, mais il présente des signes, des manifestations qui peuvent arriver quelques années avant, en général 4-5 ans. Déjà depuis la quarantaine, beaucoup de femmes peuvent commencer à décrire certains types de manifestations. Et c'est ce qu'on va essayer d'explorer. Au-delà de ça, cette ménopause qui est donc un arrêt des règles, un arrêt définitif des règles, n'a pas énormément son pendant chez l'homme. On parle beaucoup, ah oui, mais les hommes et l'andropause, c'est pas vraiment pareil. Il existe aussi quelque chose, il y a quelque chose qui se passe chez l'homme, mais c'est pas la même chose. Cet arrêt de certaines hormones, de certaines sécrétions que les hormones ont depuis avant la puberté, puisque pour faire développer les seins, la voix, la forme, les formes. Il s'agit de pouvoir justement d'avoir certaines hormones, les œstrogènes, la progestérone, mais aussi un petit peu d'androgènes, qui sont aussi très importants dans la vie d'une femme, même si elles sont à dose moins importante. Mais ces hormones en particulier, les deux premières, les œstrogènes, on rappelle qui sont les hormones de la pêche, les hormones quasiment qui redonnent de l'énergie, de la production. Vous avez un autre type d'hormone, c'est la progestérone, que les femmes connaissent pour celles principalement qui ont été enceintes, parce que c'est l'hormone de la grossesse, la progestérone. Ces deux hormones finissent par, tranquillement, doucement, s'amenuiser et s'arrêter complètement au moment de la ménopause. Donc certaines manifestations arrivent à ce moment-là, et ces manifestations-là sont principalement des manifestations qu'on appelle climatériques. Alors quand on dit climatérique, c'est parce qu'on pense à bouffées de chaleur. On va dire, ce sont des signes vasomoteurs, parce que c'est des bouffées, c'est-à-dire que bouffer très littéralement, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui monte. C'est ça la manifestation qu'on connaît le plus. Mais nous étudierons et nous parlerons d'autres manifestations qui sont un petit peu moins fréquentes, mais que beaucoup de femmes ignorent comme étant des signes de ménopause. Donc, nous en parlerons. Docteur, c'est quoi le regard actuel du professionnel, du médecin, du gynécologue sur cette affaire de ménopause? Alors, au départ, le regard du gynécologue est un regard négatif. Je dis, oh là là, parce qu'il faut le savoir, on se dit, c'est un moment de la vie où, vers cet âge-là, il commence à y avoir des troubles
C'est-à-dire qu'au-delà des bouffées de chaleur, beaucoup de gens disent que c'est à ce moment-là où on commence à observer plus de cancers. Par exemple, le cancer du sein s'observe plus vers cet âge-là, plus de troubles cardiovasculaires. C'est-à-dire, on se dit c'est à ce moment-là que l'hypertension, le diabète se révèle. Donc, il est interprété souvent comme un moment très complexe et qui provoque on va dire, qui provoque des problèmes. Et donc, il s'agit pour nous d'aider les femmes à résoudre. Donc, c'est un moment décisif. Mais ça, c'est le regard du gynécologue, je veux dire, dans le cabinet médical. Mais quand on parle du gynécologue dans la vie de tous les jours, c'est un moment charnière que chaque femme aborde d'une façon différente. On a parlé des bouffées de chaleur tout à l'heure, mais la moitié des femmes n'ont pas de symptômes. On en parle peu. C'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. 50% d'entre elles n'ont pas de symptômes. Les autres en ont. Et puis parfois, il y a des symptômes qui sont totalement différents sur la libido, par exemple. Il y en a qui ont une augmentation de la libido. D'autres, une libido plus en berne. Mais il y a comme ça des symptômes, des manifestations, comme l'insomnie, des ballonnements, une difficulté à perdre du poids. Des signes comme ça que nous allons peut-être appréhender pour que les femmes se réconcilient avec ce moment de leur vie. Daniel Brard, je le disais, sage-femme, donc qui rencontre énormément de dames sur l'ensemble du territoire et même ailleurs. Et on discute, on échange au-delà du côté professionnel, mais il y a aussi le côté humain qui s'installe. On en discute avec beaucoup plus librement, avec une sage-femme que l'on connaît, avec qui on discute. Comment, Daniel, comment on sait qu'on est en train de prendre la direction de la ménopause? Très bien. Effectivement, la ménopause ne s'installe pas comme ça. Elle n'arrive pas comme ça. Elle s'annonce. Ça peut aller la préménopause va entre 2 ans, et c'est entre 2 ans et 4 ans. À partir de l'âge de 47 ans en moyenne, les femmes ont 3 signes habituels. Premièrement, les cycles sont variables, tantôt long, tantôt court. Donc, les règles sont irrégulières. Parfois, les dames, elles ont aussi des signes prémenstruels. Donc, elles ont une tension mammaire, ou bien des signes d'irritabilité, des sautes d'humeur. Et surtout, apparaissent les premières bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Quand on voit ça arriver, on peut être sûr que la ménopause s'installe jusqu'à ce que les règles disparaissent pendant 1 an. On sait que la ménopause s'est installée. Mais on a le temps de voir venir. On dit bonsoir à Madame Soupremanien qui vient tout juste de s'installer. Alors, Madame Nick Dorlipo Soupremanien. Je rappelle qui est psychologue clinicienne. J'ai tout dit 2 coups et j'ai tout bien dit, n'est-ce pas, Nick? Alors, c'est très très bien que Nick soit là. Pourquoi? Parce qu'on arrive au moment où je voulais justement demander à la psychologue, la professionnelle qu'elle est, eh bien, c'est quoi le regard en fait de la société sur ces différentes étapes de la ménopause? Alors, je dis bonsoir à tout le monde et aux auditeurs. Et en fait, le regard, il n'est pas positif, malheureusement. Zut! Oui, effectivement, on va dire quelque chose, on va observer un petit peu la réalité. C'est un regard de dévalorisation sur la femme. La femme qui a un regard aussi réducteur, parce que la femme est moins utile, elle n'est pas utile. Un regard négatif et un regard qui est faux, parce que la société ne connaît pas la femme. Alors, on voit aussi une société qui dit que la femme ne connaît pas son corps, elle ne contrôle pas son corps, elle est impulsive, elle est pulsionnelle, elle ne sait pas gérer ses émotions. Dans l'inconscient collectif, ça y est, et surtout l'inconscient collectif guadeloupéen. On connaît le sketch Manguis. Chalet à Manguis, créé par un homme, et je l'ai dit. Et en fait, ça véhicule l'image d'une femme qui dit un peu n'importe quoi, qui effraie même, et pour rester poli, qui a le feu aux fesses. Donc voilà, c'est l'image qui est véhiculée, malheureusement, de la femme qui prend de l'âge.
et qui est dans la préménopause, dans les étapes aussi de la ménopause. Donc, on voit que c'est une image, en fait, qui est pas très jolie. D'ailleurs, elle va même véhiculer que la femme est moins belle, qu'elle est moins attirante. Moins intéressante même. Moins intéressante, oui. Et puis que maintenant, comme elle est à la retraite, ou elle va vers la retraite, qu'elle est moins utile. Donc, il y a vraiment un monde de dévalorisation autour de l'image de la femme, en fait. Et justement, l'état d'esprit de cette femme qui va rencontrer cette préménopause dans un premier temps, avant même de parler de cette période de ménopause, son état d'esprit, elle qui va rentrer dans cette phase de pré-ménopause. La société, j'ai oublié de le dire, et ça c'est important parce qu'il y a une histoire de tabou là-dessus, que même la femme devient asexuée ou pas de désir sexuel, ce qui est totalement faux. Ça veut dire que la société ne connaît pas la femme. D'accord ? Et l'état d'esprit de cette femme, elle va malheureusement, elle devra se soustraire de toutes ces idées. Parce que son état d'esprit peut être imbibé de tout ce que la société véhicule. Elle peut. D'accord ? Elle peut s'emparer de cette dévalorisation. Donc, elle a besoin de faire un travail sur elle-même pour se défaire de ces idées qui sont négatives. Et puis en plus, mesdames et docteur Louis Geffry, et puis en plus ce n'est même pas vrai. Parfois ça peut être totalement l'inverse. On parle par exemple de la sexualité. Parfois ça peut réveiller plein de choses, plein d'envies, plein de belles choses, au contraire de ce que les gens essayent de véhiculer. Oui, totalement. Mais c'est disponible, il n'y a pas d'enfant en bas oui, âge. et puis surtout, il n'y a plus la peur d'être enceinte. C'est ça. Oui. Ça, c'est un élément important. Et puis, il y a beaucoup de femmes, on a évoqué le sujet plusieurs fois, mais on sait que parfois les règles peuvent émailler dans la vie, peuvent être source de petits soucis, par exemple les douleurs, les syndromes prémenstruels, le moment de l'ovulation, il peut y avoir des douleurs. Donc, beaucoup de femmes disent, ouh là là, c'est quand même un moment où tout ça, c'est un peu derrière nous, et on commence à se dire, voilà, les problèmes que j'avais avant, lors des règles qui viennent, qui ne viennent pas. La ménopause peut être un moment de soulagement, et donc, où les femmes, comme disait, alors je vais dire NDS. J'aime bien. T'aimes bien NDS? Oui. Sympa. Voilà. Bon, c'est moi, je mets un label dessus. Comme disait Nick Dorlico, c'est parce que donc comme disait Nick, qui c'est vraiment un moment où elles peuvent se dire, se relâcher et aller beaucoup mieux. Et je l'observe, et j'ai beaucoup de patientes qui le disent, qui disent, docteur, mais je ne sais pas si mon mari va suivre. Ah oui, mais j'ai eu ça aujourd'hui. Aujourd'hui, comme avant de venir ici, elle me dit, docteur, vous avez un petit accent. Elle me dit, docteur, je ne sais pas si mon mari va suivre. Je ne comprends pas. Alors je dis, mais écoutez, trouvez une solution. Mais en tout cas, ça montre que c'est pas ce que l'on croit. Et il faut laisser les patients parler, le dire. Alors, si on n'aborde pas cette phase-là en acceptant ces circonstances-là, et puis c'est vrai que ça peut parfois s'amenuiser, et puis on peut se renfermer, et puis ça peut produire le contraire. Mais franchement, c'est une période, et je pense que c'est bien qu'on mette le focus là-dessus, qui peut être au-delà des symptômes habituels que l'on connaît. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que la transition est toute faite pour demander au docteur, justement, pourquoi certains disent de la ménopause que c'est le temps du bonheur. Oui, alors justement, on y est. Ménopause, concrètement, c'est une année. Il faut considérer qu'une femme qui n'a plus ses règles depuis 1 an, autour de la cinquantaine, on considère qu'elle est ménopausée. Okay. On peut avoir besoin parfois de faire des analyses, mais bon, globalement, on considère cela. C'est un moment effectivement charnière parce qu'on sait aujourd'hui que 25 à 30% des femmes ont des troubles ou ont eu des troubles liés à leur cycle. Certaines par rapport à leur risque de la grossesse. Il y a des patientes qui ont une peur bleue, elles ont 40 ans, 45 ans, elles disent je peux probablement être encore enceinte, docteur, faites une solution, la ligature est stérile, est-ce que je l'enlève, est-ce que je le garde? Donc, la ménopause vient au bout d'un processus où on se dit, allez, là maintenant, c'est bon. En général, les enfants, on y est peut-être sont un peu plus grands, évidemment. Les parents, voilà. Donc, beaucoup de femmes vivent cette période-là comme une nouvelle période de soulagement, une période où de nouvelles initiatives et de nouvelles possibilités s'offrent à elles. Il y a beaucoup de gens, de patientes que je découvre qui ne voyageaient pas, voyageaient moins,
à cause de ces problèmes de cycle. Elle dit, je ne vais pas pouvoir... Donc, c'est vraiment un moment où ce problème, ou en tout cas, ces événements-là, qui peuvent émailler une vie de femme lors du cycle menstruel, sont derrière, elles se disent, voilà, c'est une nouvelle vie, donc on peut plus vivre pour soi et avoir une vie sociale aussi également plus riche. Donc, plus satisfaisante, et on l'observe chez beaucoup de patientes, hein, aux environs de 30% des patientes. Daniel, Oui. c'est quoi l'impact de la ménopause sur la vie sexuelle du couple? On va continuer, quoi. Alors, il y a une réalité quand même. Hein. Du fait de la ménopause, les parois vaginales sont plus fines, il y a une sécheresse vaginale, et ce sont des éléments qui peuvent freiner le regard de l'autre. On dit aussi qu'il y a une baisse de la libido, mais toutes les femmes ne sont pas égales devant la ménopause. Il y a des femmes, on vient de dire, qui n'ont pas ces troubles-là. Donc, il n'y a pas de règles, c'est fini, les soucis, c'est tranquille. Mais d'autres acceptent aisément qu'on change de stade et s'adaptent à cette situation et n'ont pas de mal à innover, à réinventer leur sexualité. Mais celles qui n'acceptent pas du tout, qui voient la ménopause comme étant une étape de défaillance, celles-là, elles ont besoin de se réconcilier avec leur corps et d'accepter la réalité de leur corps. Et accepter ne veut pas dire que on baisse les bras. Je fonctionne ainsi. Comment réinventer ma sexualité? Comment accepter? Comment plaire à nouveau, comment être sensuel. En fait, ça vient de la femme. Tout est important. Il ne suffit pas d'attendre qu'on ait un regard aimant sur soi. Il faut d'abord aimer ce corps, l'accepter, le valoriser, considérer la ménopause comme étant une époque de nouvelles possibilités et donc un nouveau départ. Donc, on va réinventer son couple. Et donc, quand on est en paix déjà avec soi, on a des choses nouvelles à apporter à l'autre. Alors, et l'autre vous redécouvre, et l'autre se redécouvre aussi les possibilités de tiens, mais tout part de la femme en fait, d'acceptation de sa nouvelle vie de ménopausée. Alors, Daniel, vous qui êtes en contact régulièrement avec toutes ces dames de certain âge, mais d'autres dames plus jeunes, est-ce que justement celles qui n'ont pas encore cette phase de préménopause ou de ménopause, est-ce qu'elles sont curieuses? Est-ce qu'elles posent des questions? Est-ce qu'elles demandent? Est-ce qu'elles ont envie de savoir? Est-ce qu'elles sont inquiètes de cette période qui va arriver, qui va prochainement arriver? Généralement, elles sont inquiètes, mais je n'attends pas qu'elles soient inquiètes. Il est mon devoir de sachant de la prévention, d'éduquer mes patients, de les informer sur la réalité. De toute façon, la ménopause va arriver. Alors, et comme notre public, notre société est à dévaloriser, mon devoir est de leur présenter la situation et de voir qu'il y a de belles choses dans ça, on a plein d'avantages, mais il suffit de mettre soi-même le bon côté. Donc, ça va arriver. Une vie sexuelle actuelle, en période de vie génitale active, donc avant 45 ans, une vie sexuelle régulière vous laisse présager d'une vie sexuelle qui va être de qualité et pendant longtemps. Mais ça se prépare avant. Il ne faut pas attendre la ménopause. Si vous voulez, on attend de vivre pleinement cette période, on la prépare. Et donc, toujours s'aimer soi pour aimer l'autre. Pas s'aimer soi pour recevoir encore seulement. Donc, on veut recevoir. Mais s'aimer soi pour aimer l'autre. Ce qui fait qu'on a toujours des choses à partager. Madame Dorlipo-Soupremanien, est-ce que c'est utile et conseillé, pas seulement de se faire accompagner nous femmes, mais d'accompagner le couple quand on sait que ça bouscule un petit peu l'un ou l'autre ou les deux? Alors, ça va être difficile de changer notre façon de penser en Guadeloupe, mais c'est nécessaire parce que des fois, on pense qu'on a tout et tout le temps et à n'importe quel moment et qu'on n'a pas besoin de conseils, qu'on n'a pas besoin d'aller vers un professionnel pour conseiller. Mais c'est important d'accueillir une nouvelle façon de penser, d'accord ? Qu'on peut améliorer une situation avec un conseil d'un professionnel. Alors, ce qui est bien, on peut avoir aussi comme partenaire des amis, des gens proches qui peuvent conseiller, parce que c'est soit le couple avec un problème et il y a un tiers
Donc, quelqu'un d'extérieur qui apporte un regard. Donc, les personnes qui ont une difficulté et qui sont devant de nouvelles étapes dans leur vie de couple peuvent aller vers ce sens-là. Mais il y a aussi des femmes qui ne sont pas en couple et qui vivent la préménopause et la ménopause. Il y a des femmes qui sont divorcées, qui vivaient maritalement mais qui sont séparées, qui ont un compagnon mais qui n'ont plus de ce compagnon. Il y a des femmes aussi homosexuelles. Il y a de tout. Et je crois qu'on peut aussi penser à ces femmes-là, comment elles peuvent vivre leur corps et leur sexualité différemment que dans une vie conjugale. On peut parler de processus psychologiques qui permettraient d'accepter au mieux les différentes étapes de la préménopause et de la ménopause. Oui, parce que le processus, c'est vraiment en fait un mécanisme qui va transformer la pensée. Et il est question, en fait, on peut penser au travail de deuil, qui est vraiment un travail à faire avec soi-même. Le deuil, et je me répète, fait partie de la vie. Pour bien vivre, il est important d'apprendre à faire des deuils. Ça s'apprend dès petit. D'accord? Le deuil, c'est pas seulement, on n'en parle pas seulement lorsqu'il est question de la mort. C'est en fait l'acceptation de la perte. Et là, il est question de la perte de la sensation de jeunesse, la perte de l'image de soi jeune, la perte des fois de la santé, la perte de la capacité de procréer. Tout cela, ça parle de la perte. Et c'est difficile d'accepter qu'on perde quelque chose et qu'on ne le retrouve pas. Donc, il est question de se faire accompagner, d'être patient avec soi-même et de pouvoir accepter cette perte. Et puis, accueillir quand vient, en fait, on a fait les 5 étapes du deuil. Donc, je l'ai redit, le déni, c'est lorsqu'on n'est pas conscient qu'on prend de l'âge et puis on veut faire comme si on avait 20 ans. Et c'est pas possible. Parce que le corps a changé et qu'il est beau, même avec les changements qu'on peut appeler disgracieux. Et puis, accepter cela. Et puis ensuite vient la colère. On n'est pas content d'avoir changé en tant que femme. On n'est pas content contre soi-même ou bien contre le monde entier. Et puis ensuite vient le marchandage. Ah, si j'avais fait plus de sport plus jeune, si j'avais fait ça, si je me m'étais inscrit à la salle, si j'avais. Mais la réalité est là. Et puis vient un petit moment de dépression, on se laisse aller, on n'a plus envie de s'habiller ou on n'a plus envie de quoi que ce soit. Et puis vient la 5e étape où on accepte. On accepte que son corps soit différent, qu'on prenne de l'âge, que les cheveux soient différents, le corps aussi, le ventre, etc. Et on met en place maintenant quelque chose. Donc il est question de l'estime de soi, de s'aimer comme on est, différente, mesdames, et puis après de pouvoir mettre en place des activités, donc faire le lien entre estime de soi et confiance en soi. La confiance en soi, je redis, c'est vraiment le faire. Et l'estime de soi, je suis ainsi. Je suis belle comme je suis. Et du coup, de mettre en place des activités pour pouvoir être bien avec soi. D'accord? Donc, il est question de travail de deuil, quel que soit ce qu'on vit. Alors, moi, je vais vous proposer quelque chose. Oui. C'est que nous puissions marquer une courte pause et revenir, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire à nos téléspectateurs. Et puis, on est suivi par de nombreuses personnes, pas seulement devant leurs écrans, mais aussi un petit peu partout dans le monde, puisque nous sommes suivis, nous sommes en direct en Facebook Live. Et je voudrais vous dire que vous avez le bonsoir du docteur Max Fontes, voilà, qui vous salue, entre autres. Oui. Voilà. On va marquer une petite pause et on se retrouve juste après. Et pour certains d'entre vous, vous arrivez tout juste, vous vous installez, vous prenez en cours cette émission Santé 10. Sachez que ce soir, nous avons abordé une thématique qui demande beaucoup d'attention, mais pas seulement aux femmes, qui demande aussi beaucoup d'attention à vous, messieurs, n'est-ce pas? Nous parlons de la ménopause, un nouveau départ. Nous sommes avec Dr Louis Geffry, gynécologue obstétricien, Madame Nick Dorlipo-Souprémanien, psychologue clinicienne, et Madame Danielle Brard, sage-femme. Docteur, l'étape de la préménopause est très importante. Oui, tout à fait. C'est cette étape qui va nous préparer et où nous devons commencer déjà à tout simplement écouter notre corps. Exactement, parfaitement. Alors,
J'ai des patientes qui appellent ça la deuxième adolescence. Ils m'ont dit ça. J'étais surpris, j'ai dit attendez madame, je note. C'est la deuxième adolescence. Pourquoi? Parce que c'est une phase de transition. L'adolescence, c'est une période de transition avant la vie. Adulte. Et là, elle dit, docteur, je suis arrivé à ma deuxième adolescence. C'est-à-dire que les règles viennent, elles ne viennent pas. J'ai le ventre qui gonfle, voilà. Et je commence aussi à avoir de temps en temps des chaleurs, des choses. Et effectivement, en y réfléchissant bien, c'est une phase qui prépare à cette deuxième partie de la vie. Et si elle est bien abordée, si elle est bien ensemble, avec son conjoint ou non, avec son environnement, avec des personnes support, qui peuvent être ceux qui sont déjà passés par celles qui sont déjà passées par cette étape, on peut vraiment réussir à bien franchir ce moment-là. Exemple très simple, nous avons beaucoup de patientes qui décrivent effectivement, on va dire, commencer à avoir ces chaleurs. Quand on a une chaleur, le corps se pense en surchauffe. Très clairement, il y a des activités qui sont des activités parfois stressantes qu'il faut éviter. Il y a des aliments qu'il faut savoir éviter parce que ça vous remet plus dans cette sensation-là. Le café, les épices, on peut en parler d'autres. Il s'agit de réduire déjà ce moment-là pour aller mieux. Et puis, on vit aux Antilles. On a du soleil, mais on a également la mer. Les études ont montré que quand on s'immergeait dans l'eau pendant au minimum 1 heure, 3 fois par semaine, les manifestations et ces fameuses bouffées de chaleur réduisaient de façon significative. Ça veut dire que le corps a également besoin de prendre une bonne douche, apprendre à se reconnecter avec l'eau. Important. Donc ça s'apprend depuis la préménopause, puisqu'on a les sueurs, on a tout ça. Et là, ça fait partie des symptômes, parce que des symptômes, on en a beaucoup. Parlons-en, justement. Voilà. Alors, des symptômes. Alors, on va considérer que l'un des premiers symptômes que les femmes ressentent, mais ne savent pas que c'est ça, c'est la fatigue. On peut avoir des sentiments de fatigue. Quand les œstrogènes commencent à baisser, je vous ai dit tout à l'heure, les œstrogènes sont les hormones de la pêche. Quand les œstrogènes sont moins importantes, on peut se sentir fatigué, déprimé à un moment de la journée. Et on se dit, voilà, qu'est-ce qui fait ça? Souvent, on recommande aux patientes, attention, il faut là maintenant recommencer à faire de l'activité physique. Réagir pour vous reprendre un peu le contrôle là-dessus. Bien souvent, ça arrive à des patientes qui font peut-être moins de sport ou qui n'en font pas du tout. Donc, c'est un réveil pour leur dire de l'activité physique, madame, se remettre à avoir un petit peu plus de pêche. D'autres éléments, d'autres symptômes qu'on connaît moins bien, par exemple, les douleurs aux articulations. Les gens disent, on va commencer ni rhumatisme, ni douleur. C'est douleur. Alors, ces douleurs articulaires, ce sont des douleurs directement liées à une perte calcique, liée aux hormones. Et donc, il s'agit justement, grâce à l'activité médecine, avec une alimentation plus équilibrée, moins riche, avec certains éléments qu'on verra tout à l'heure, mais beaucoup plus naturel, permettant justement de pouvoir reconstituer son stock de calcium et d'oligo-éléments, de vitamines. Donc ça, c'est très important et on voit tout de suite la différence. Sur la sexualité, effectivement, dès ce moment-là, en préménopause, il peut y avoir des petits troubles, des petites sécheresses qui arrivent de temps en temps. Il s'agit de dire au couple, à la personne, attention, ayez une activité sexuelle régulière. Et puis surtout, monsieur, qui est souvent dans la même tranche, lui aussi se sent plus fatigué, mais il me dit, parfois il pense qu'il est plus fatigué à cause de la femme, mais en fait souvent ça pose de lui-même et ses propres baisses hormonales, difficultés. Donc il s'agit de reprendre et de se dire, réinvestissez votre vie de relation et votre vie sexuelle en particulier. Tout ça, ce sont des éléments qui permettent au fur et à mesure d'améliorer. Et puis, ce ballonnement qu'on a, abdominal, qu'on a en préménopause, c'est-à-dire des troubles digestifs, ces sensations de lourdeur, justement, revoyez votre alimentation. Avoir une alimentation plus équilibrée, riche en végétaux, en grains, en céréales, en graines de lin, par exemple, de chia ou d'autres types de choses qui vont améliorer votre transit. Quand on réagit comme cela et qu'on améliore, on va dire, par touche successive ces éléments-là, on se retrouve finalement, quand on les garde, avoir une ménopause qui est abordée de façon plus apaisée. Et puis un problème aussi, les problèmes de peau. Les problèmes de peau, mesdames, c'est un problème majeur. Certaines viennent, elles disent, docteur, je n'avais jamais eu ça. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai des boutons. J'avais même pas ça à mon adolescence. Je reviens avec des boutons ou avec des marques sur la peau. Eh bien, il y a aussi également certaines huiles, certaines substances comme l'huile de nacre, bourrache, qui améliorent
de façon significative et qui peuvent servir jusqu'à la ménopause et parfois après à donner une stabilité aussi à vos tissus et améliorer ça. Dernier problème, les problèmes urinaires. On a parfois les urinages. D'habitude, Régulièrement souvent, envie de faire j'ai tout le temps envie de faire pipi, la vessie elle est remplie. Alors n'oublions pas, attention au diabète, parce que le diabète peut donner aussi des envies fréquentes, donc gardons ça d'un côté de la tête. Mais ces troubles urinaires sont des signes directs également de la périménopause, et donc il s'agit justement de pouvoir bien s'hydrater, avoir une activité physique régulière, mais avoir des activités aussi en forme de relaxation. Parce que ces envies fréquentes demandent de faire des activités plus comme du pilate, des activités de relaxation, se détendre. Je pense que ça, c'est un apprentissage. Et toutes ces manifestations-là, finalement, certaines d'ordre également psychologique, qui accompagnent tout ça, l'anxiété, la dépression, l'irritabilité, les aborder justement de façon à se dire, bon, c'est bien de le faire maintenant, de se détendre, d'arrêter d'être dans une vie toujours effrénée où il faut absolument qu'on soit dans la performance et qu'on commence un petit peu à aborder les choses un peu mieux. Et tous ces éléments-là servent après à vivre une ménopause plus apaisée. Alors, Marie-Cécile, dis-moi, des docteurs là-bas, moi, en Kibitin, nous allons parler de nouveau départ. Nouveau départ de Kibitin. Ah, mais très bien. Elle a quel âge, Marie-Cécile? Ah, pas ça, mais genre là, il m'a dit ça là. On prend des atomes au télécrayon là, Marie-Cécile. Alors, s'il vous plaît, répondez à Marie-Cécile. Oui, c'est quoi un départ? C'est les nouvelles possibilités. Le premier qu'on a, quand on a une vie de femme, et moi le vin, et puis il faut sans être machiste, la vie où on s'occupe des autres. C'est très clair, on s'occupe de mari qui est très exigeant, une vie familiale prenante, les enfants qui grandissent, ça c'est le... Et puis le travail qui effectivement est très exigeant, on a envie de performer, on a envie d'être meilleur, sans rentrer dans une logique psychologique, je laisse à NDS. Mais on a cette particularité aussi que après la grossesse, la grossesse, quel lapsus. Oui, tu vois, finalement, je voulais pas trop en parler, mais la grossesse en soi, ou l'idée d'avoir une grossesse, est quelque chose qui émaille vraiment la vie. Parce qu'avoir un enfant ou ne pas, tout est réglé, et notre vie est réglée par ça jusqu'à la ménopause. Eh bien, ce nouveau départ, c'est déjà plus le rapport avec l'autre et avec son conjoint change, le rapport avec ses enfants évolue, avec son travail change, et donc probablement de façon un peu triviale, plus de temps pour soi, voilà. Et non pas à penser à un bébé, à un mari inquiet, et voilà, ou à des enfants prenants qui eux effectivement sont aussi exigeants. Donc le curseur change. Donc c'est l'idée du fameux nouveau départ. Pour soi. En fait, si je peux ajouter quelque chose pour compléter ce que tu dis, Loulou, il y a vraiment un réaménagement. C'est pour ça que la dame, elle parle, ta patiente, elle se sent comme une adolescente. Il y a un réaménagement psychique où la femme, elle a fait des choix dans sa vie plus jeune. Et des fois, ces choix, elle voit l'aboutissement des choix et ils ne sont pas acceptés. Il est important de faire un travail, quel que soit le choix que vous avez fait, mesdames, il est fait, de l'accepter. Après, il peut avoir un bilan et décider d'autres choses. Parce que ça fait vraiment un dysfonctionnement et des remords et ça débouche sur une déprime, une dépression. Il est question aussi de pouvoir faire un bilan et de pouvoir se dire qu'est-ce que je veux maintenant pour moi, pour mon corps, mais pour ma vie. Et puis, il y a tout un réaménagement réel au niveau psychique où la femme peut se sentir mal si elle a été mal dans sa vie. Donc, il est important de travailler sur soi et peut-être demander de l'aide à un professionnel avisé pour pouvoir discuter, avoir un tiers, pour pouvoir mettre en place des choses pour aller mieux. Donc, il y a vraiment un moment d'instabilité psychique parce qu'on ne peut plus procréer, parce que les enfants sont partis, il y a un vide, on ne travaille plus. Donc, la femme se retrouve vraiment vers un nouveau départ, comme on disait, mais comment elle va l'appréhender? Qu'est-ce qu'elle va faire comme choix? C'est vraiment un projet. Il est question de création, de recréation de soi. Il est question de ne pas être passive, mais de pouvoir dire « je veux », ça a une volonté de création de soi. Parce qu'elle se retrouve vraiment dans un autrement. Donc, dans un vide professionnel et peut-être aussi financier, parce qu'elle a moins d'argent, elle est peut-être à la retraite, les enfants sont pas là, peut-être qu'ils sont en France hexagonale. En fait, dans sa vie, il faudra qu'elle réaménage aussi sa vie maintenant.
Donc c'est un nouveau départ, mais qui peut faire peur, effectivement. Si on devait donner quelques petites pistes, quelques petits outils pour permettre de mieux aborder ces différentes étapes, préménopause, ménopause, qu'est-ce que Nick nous répondrait? Alors je dirais de s'attarder sur l'estime de soi. Qui je suis? Qui j'ai été toute cette vie-là et qui je suis maintenant? Est-ce que je me connais en tant que femme? Donc mes goûts, les choses que j'apprécie, les choses que je n'aime pas qu'on me fasse également, les choses que j'aime moins. Donc c'est important de se poser la question maintenant. D'accord? Il est temps. Et si ça a été fait, tant mieux. Et puis de se revaloriser. La société dit souvent quand une femme a pris de l'âge, oh, elle a vieilli, elle est un peu flétrie, des choses négatives des fois. Et les hommes, on dit quoi? Pardon, Loulou, mais on dit quoi? On dit, oh, il a du sexe à pile, il est grisonnant, Georges Clooney. Non, mais pourquoi cette différence? Donc, j'ai envie de dire que la société a besoin aussi de changer de vision, mais la femme a besoin de changer sa vision d'elle-même. De se dire qu'elle a de la valeur, qu'elle est belle tout en étant différente et qu'elle est belle tout en prenant de l'âge. Et ça, c'est l'estime de soi et la revalorisation de soi, qui se fait des fois par un relooking, changement de coiffure, changement de style parce que le corps a changé, changement, adaptation en fait de la mode à son corps et pas elle qui va s'adapter à la mode. J'entends ce que je veux dire, mais c'est important. Et puis peut-être mettre en place des activités, c'est le lien avec la confiance en soi, donc entreprendre des activités intellectuelles. Pourquoi pas faire une formation, un diplôme universitaire? Qu'est-ce qui empêche à une femme de le faire? Elle a du temps maintenant. Ou encore une nouvelle activité ludique, culturelle, musicale, artistique. Des choses en fait où elle va se faire plaisir. Il est vraiment question de se faire plaisir maintenant davantage. D'accord? Et d'investir son temps en s'appropriant son temps pour se faire plaisir et oser. La société pense beaucoup à la femme qui est culturelle au niveau guadeloupéenne en robe madras, large, traditionnelle. Mais la femme guadeloupéenne, elle n'a pas envie d'être que ça, peut-être un moment, mais pas que ça. Elle a envie aussi de se faire belle et d'adapter son corps à la silhouette qu'elle veut, d'accord? Donc, il est important aussi de se projeter de ce que vous voulez, mesdames, hein, qui vivez cette situation, cette étape qui est différente pour vous et qui peut faire penser à qu'est-ce que je veux maintenant pour moi, qu'est-ce que je veux pour ma vie, quel projet j'ai. Alors Christine, qui est du côté de Capesterre-Belle-Eau, nous dit pourquoi toujours nous les dames, préménopause, ménopause, et l'homme il n'a rien du tout. Alors ce n'est peut-être pas vrai, il n'y a peut-être pas un nom pour parler de ce changement, mais l'homme connaît aussi ce changement. Totalement. Alors non, les hommes en parlent moins. Évidemment, les hommes sont des taiseux et souvent, quand on approche un homme qui aborde, voilà, je vais parler pour les hommes. Allez, je vais changer. Quand on commence à avoir la quarantaine, 40, 42, 43 ans, on commence à sentir une petite fatigue également. Ça commence parfois très tôt, mais 40, 45. Ça se manifeste parce qu'on a moins envie de sortir, on veut moins sortir tard, on préfère rester dans le canapé. On connaît cet exemple-là, toujours dans le fauteuil. Ou la télé, télécommande à la main. Et ça devient un cercle infernal parce que ça s'aggrave. La sédentarité venant, voilà, les copains, le match de foot, la bière. Bon, donc on connaît ce genre de clichés. Les hommes, souvent, quand ils voient ça, ils se disent, oui, mais regarde ma femme, elle-même aussi, en gros, quand ils sont sur le regard de la société, on embraye dessus, on dit, bon, elle est moins désirable, ou elle est moins, donc bon, eh bien, ce n'est pas vrai. On a remarqué que ça venait de l'intérieur. En fait, ça venait justement de cette fameuse baisse de la testostérone. Très bien. Cette énergie vitale qu'on a moins. Et il s'agit de ne pas montrer du doigt la femme, mais se regarder et voir que finalement, soi-même, on manque d'énergie, on manque d'imagination, on innove moins, on est moins rigolo, on est moins comique qu'au départ, on prend moins de risques. Ce qu'on fait quand on a la testostérone, donc votre conjoint ou votre personne avec qui vous votre vie, forcément, elle aussi, en même temps, elle se dit, écoute, voilà. Donc, vraiment se remettre en question, parce que l'homme, lui, il ne va pas forcément se voir. Donc, je le dis, messieurs,
les dysfonctions érectiles, parlons-en, puisqu'on parlait de sexualité des hommes, arrivent très tôt, vers l'âge de 40 ans, on a de plus en plus, à cause des perturbateurs endocriniens, on en a de plus en plus tôt, les dysfonctions érectiles. L'homme est moins, s'il ne réagit pas, s'il ne dit pas, ouais, ben, c'est parce qu'elle va se coucher plus tôt, avant elle était... S'il ne réagit pas comme ça, mais qu'il se dit, il faut que moi je me remette en question, ben, lui aussi, il va se mettre à faire du sport. Il va commencer à avoir une alimentation plus adaptée, moins carnée, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sportive, et donc il pourrait lui aussi avoir ce nouveau départ. Donc oui, les hommes sont impliqués à ce sujet, mais bon, c'est vrai, mesdames, vous parlez tellement bien de ces choses-là, nous beaucoup moins, mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on les oublie dans ça. Et c'est bien que, ben, justement, que ce soit les femmes aussi qui en parlent à leur conjoint pour qu'ils voilà, pour que ça change un peu. Très bien, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Christine de Capesterre-Belle-Eau doit se sentir vraiment mieux. Ah, j'espère. J'ai cette impression. Alors, Daniel, oui. on parle de cette période, on parle de temps du bonheur, n'est-ce pas? Eh bien, quel mode de vie, quoi proposer pour un mode de vie sain, proposer à la femme qui vit ce temps du bonheur? Alors, on sait qu'en ménopause, les femmes en ménopause, elles sont guettées par l'ostéoporose. Les os sont moins solides, fragiles. Elles sont guettées par la prise de poids rapide. Elles sont guettées aussi par les maladies cardiovasculaires. Donc, il faudrait, et tout passe, quand on regarde bien, par l'alimentation, l'activité physique, en fait, le style de vie. Donc, il faudrait mettre l'accent sur deux choses. Lutter contre les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, d'un côté, et l'autre côté, c'est avoir un style de vie qui nous permette de pouvoir fuir, éloigner le plus possible l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires et surtout la prise de poids. Alors, quand il est question de lutter contre les bouffées de chaleur, c'est où l'eau intervient. Beaucoup utiliser l'eau, avoir des activités physiques dans l'eau, mais le brumisateur l'utilisait beaucoup, le ventilateur, le climatiseur, boire de l'eau plate, préférer l'eau au jus, même si ce sont des jus locaux, préférer l'eau au jus, porter des vêtements légers, l'alcool, autant que possible, arrêter. Oui. Arrêter. Quant au tabac, tout de suite. Les plats chauds, épicés, il faut autant que possible s'en séparer. En fait, ça doit être un dépannage. Mais éviter les snacks parce qu'il y a du sel, du sucre et du gras. Parfois, c'est caché, parfois, c'est pas caché. Mais de toute façon, ça ne va pas en faveur, c'est pas du tout en faveur de la ménopause, la prise de poids et tout ce qui est avec. D'accord? Quand on veut vivre pleinement une manière épanouie, épanouissante sa ménopause, on fait attention à ce qu'on met dans la bouche. Juste un élément, que tu as décrit, on a montré, il y a des études qui en montrent maintenant que une alimentation carnée avait vraiment un effet négatif sur les bouffées de chaleur. En gros, quand on changeait son alimentation pour en consommer de moins en moins de viande, d'origine animale, eh bien, on réduisait de 85% le risque d'avoir des bouffées de chaleur. Ah ouais. Donc c'est scientifiquement reconnu. De plus en plus d'études viennent étayer et confirmer cela. Mais ça veut donc dire qu'il faut être de plus en plus léger, manger de moins en moins lourd. Voilà, il y a un âge où on peut peut-être se permettre, parce qu'on a un métabolisme qui le permet, mais après, ça peut avoir des conséquences. Et donc, en particulier, sur les maladies, ce qu'on appelle les maladies de civilisation, on arrive à un âge où on doit faire beaucoup plus attention à son alimentation pour justement éviter certaines conséquences. Mais si on veut être progressif, c'est vraiment la viande rouge. L'ennemi numéro 1, c'est la viande rouge. Bon, on peut être progressif, passer à la viande blanche et au poisson, mais vraiment la viande rouge, il faut vraiment presque bannir pour avoir le confort. Et puis le stress est en faveur des bouffées de chaleur. Alors, évitez. Le stress est bon, il y a du bon stress, du mauvais stress. Il faut savoir gérer son stress, vivre avec le stress, savoir utiliser son stress pour son équilibre, d'accord? Et puis, faire pratiquer la relaxation. Alors, si on n'arrive pas, il y a des professionnels pour ça, il y a des groupes, se rapprocher, mais il faut se débarrasser de ce stress. Et puis, c'est le style de vie qui passe par l'alimentation. Alors, on va enrichir l'alimentation de légumes, de fruits végétaux. Végétaux, légumes, fruits.
Choisir les bons glucides, donc on va préférer les légumineuses, les légumineuses, je parle de glucides, donc ça va être nos tubercules, racines, madères, tout ça, donc légumes pays, enfin c'est Martine qui parle comme ça. Nos tubercules, non, nous sommes en voie de nos tubercules, igname, patates, frites à pain, camanioc, il faut les valoriser et de plus en plus, le plus proche possible de leur valeur, du sens naturel. C'est-à-dire, vous allez préférer les fruits à pain à la vapeur et au gros sel aux fruits à pain en frites et en purée. Par exemple, c'est ce que je veux dire par là. D'accord? Bon, céréales complètes si on peut. Choisir les bonnes graisses. Donc, tout ce qui est avocat, les noix, les noisettes, les graines, donc chia, laine de coco. Et les varier. Mais attention, il y a une quantité. Il ne faut pas manger parce qu'on a dit que c'est bon, on va manger. Non, il faut respecter. Donc, si on dit par jour, il faut une poignée, il faut que votre main se ferme sur la poignée. Ça donne ça. Il reste quoi? 2 noisettes peut-être, 2 amandes, un petit peu de graines de courge et peut-être un café de graines de sésame. Parce qu'il y a autre chose. Sans le café. Non, le café. On a dit pas de café. Le café, il est exclu. Ah, totalement. Oui. Ah ben oui. Alors, il y a 3 choses que tu fais fort, c'est café, c'est obligatoire, café, tabac et alcool. Ils ont été plus doux, ils disent réduit, mais quand je regarde la réduction, on dit arrêtez. Oui, le café. Non, tu sais, ça revient 1 verre par semaine. En particulier. Autant. On parle d'alcool. D'alcool. Mais elles se plaignent, la bouffée de chaleur, tout le monde n'en a pas, mais celles qui se plaignent vraiment, on les entend. Donc, si on veut vraiment, elles veulent vivre ce moment-là, c'est vraiment arrêter ces affaires-là. Et puis, on revient à l'alimentation. Donc, choisir, on a les bons glucides, les bonnes graisses, donc les bonnes huiles, les huiles de première pression à fois de préférence. Qu'est-ce qu'il y a encore? Valoriser tous nos pois. Pois d'Angola, pois beaucoup sous, pois canne, tout ça, les valoriser et un peu, pas beaucoup parce qu'on a appris à manger des louches de ça, non. 2 cuillères à soupe dans l'assiette avec les tubercules à côté, ça peut équilibrer plus les protéines. Bon, il y a beaucoup d'œstrogènes naturels dans tout ce qu'elle a dit là, parce qu'il faut le savoir, ce qu'on appelle les phytoœstrogènes, dans certains pays, c'est plutôt le soja. Mais nous avons notre propre, entre guillemets, nos soja locaux. Là, il ne faut pas que je parle trop de soja. Pas pour les Chinois. Notre soja local. Mais tous ces aliments sont remplis d'œstrogènes naturels qui ont un très bon effet protecteur sur certains types de cancers, mais également qui ont un effet immédiat sur les symptômes climatériques. Alors, si on veut parler de protecteur cancer, il faudrait qu'on donne à nos enfants à manger ça très tôt pour que ce soit efficace. Ce n'est pas quand on est à la ménopause qu'on va faire le paquet. Très tôt, éduquons nos enfants, éduquons leur palais à manger ces produits-là. Et on parlait de préménopause, de ménopause, on a parlé d'hygiène de vie, on a parlé de comment s'alimenter, et puis on a bien souligné avoir une activité physique régulière. Alors, à cause de l'ostéoporose, alors il faut perdre du poids, il faut maintenir son poids, un poids sain, le maintenir, enfin déjà l'atteindre si on n'a pas, l'atteindre et le maintenir. Alors, il faut avoir, et si on ne bouge pas, il faut au moins commencer, au moins la préménopause, commencer à bouger. 30 minutes, 3 fois par semaine, c'est la base, le minimum à accepter. Alors, on va recommander des sports, la marche. C'est économique parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matière et de bonnes chaussures et avoir envie de marcher. La marche, le jogging, la danse, les sports de balle comme badminton, le tennis, ça c'est recommandé. La natation, la natation, la marche aquatique, l'aquabike. Mais faites quelque chose à votre portée qui vous permettra de faire au moins 3 fois par semaine. Et avec le temps, on va augmenter pour avoir 1 heure chaque jour. C'est vrai qu'on insiste sur les sports en eau pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ce sont des excellents drainants. C'est très important, puisqu'on parle d'œdème. Voilà. Il est important de savoir que ça réduit en fait les idées noires. Le sport réduit la déprime, la dépression. Dans l'eau en particulier. Et toutes les idées noires. Donc, mesdames, faites de l'activité physique au moins 30 minutes par jour. Alors, les activités dans l'eau, comme tu disais, parce qu'après, il y a moins de courbatures. Oui, exactement. Oui. D'accord. Et parce que ça augmente le métabolisme. Vous savez que comme le métabolisme est un peu ralenti,
les activités en eau, surtout des eaux avec les températures que nous avons ici, ça permet de réactiver et augmenter le métabolisme de base et donc à accélérer la perte de poids. Donc c'est vraiment très intéressant au-delà de l'effet direct sur le drainage. Et l'idéal, c'est l'activité physique au soleil, le matin. Le rayon du soleil, parce que pour l'ostéoporose, on a besoin de la vitamine D. Les dames qui sont en carence, ça va faire un apport. Mais celles qui sont normodosées en vitamine D, faites votre sport le matin ou en fin d'après-midi, où vous avez le soleil, vous avez l'activité physique. Et comme disait Madame Nick Dorly, l'activité physique, c'est que des endorphines. Donc le monde de la joie, anti-stress, on a tout intérêt vraiment en buvant de l'eau, en ayant beaucoup de légumes végétaux et une activité physique régulière. Pratiquement, on a gagné sa ménopause. C'est vraiment l'adolescence. C'est vraiment une nouvelle adolescence. Et puis, on en avait parlé, les rayons du soleil du matin sur la qualité de la peau, c'est exceptionnel. Ce ne sont pas les mêmes rayons du soleil qu'on observe quand il est beaucoup plus tard ou à midi. Non seulement ils sont plus efficaces, mais en plus ils protègent la peau contre les rayons de plus tard. Donc, effectivement, il faut profiter. Moi, je suis sur la peste cosmétique parce que ça parle parfois à beaucoup de gens, mais effectivement, profiter. Le matin, c'est l'idéal pour ça. Alors, c'est le moment pour nous de conclure, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Daniel, un petit mot pour conclure? Vive la ménopause. Docteur Louis Geffry. Un petit mot, c'est 35 ans de la vie d'une femme, la ménopause. Avant, elle aura vécu 35 ans depuis sa puberté. Donc, c'est la moitié d'une vie active. Ça veut donc dire, mesdames, c'est vraiment un nouveau départ. Parce que quand vous avez passé 35 ans de vie active, on va dire, et que vous avez ensuite passé, il vous reste encore beaucoup de temps de votre vie qu'il faut profiter de la meilleure façon possible. Voilà. Merci, docteur. Madame Soupremanien. Mesdames, faites-vous plaisir. La société veut enfermer les femmes, mais faites-vous plaisir. Créez-vous, recréez-vous, faites-vous confiance et aimez-vous, quelles que soient les étapes de vie que vous vivez. Et puis, vous pouvez gérer vos émotions. C'est beaucoup plus agréable. Toutes les émotions sont bonnes, mais il est question de les gérer avec l'aide de quelqu'un, mais de les gérer. Et mesdames, vous êtes belles, quelles que soient les étapes de votre vie. Merci beaucoup, Madame Dorlipo Soupremanien. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre chaque jeudi entre 20h et 21h. Ce soir, on a une dame comme réalisatrice. Elle a réalisé cette émission, c'est Mélanie. On lui fait un petit coucou, on lui dit merci pour cette belle réalisation. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle thématique. En pas des autres plus vite qui ça, en cas qui des autres avec toute équipe à Zone Rouge.